On va, on va faire revenir Alain, et puis on va faire revenir Jérémy, et on va de nouveau accueillir Marianne Biagioli, infirmière puéricultrice, médiatrice équine et référente des activités d'équithérapie à la direction de l'AZON. Ne vous moquez pas, cette fois-ci, je sais exactement ce que c'est. Nous allons retrouver aussi Catherine Mercier, psychologue clinicienne et psychothérapeute, thérapeute avec le cheval et équicoach, intervenante en milieu pénitentiaire et auprès des victimes de violences graves, formatrice référente en équithérapie dans la formation de médiateur équin de la FFE, que Renaud a suivi. Promo 4, je refais un coup de pub. Suivi, c'est peut-être un grand mot, mais j'étais là. Et Gina Pitti, écuyère, enseignante d'équitation et de yoga, spécialiste de la posture du cavalier et du fonctionnement cheval et cavalier. Voici, vous allez pouvoir poser plein de questions. Je donne la parole à qui? Catherine? Mathieu? Tout le monde a les micros? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, C'est bon. Bonjour. Alors, moi, je rebondis sur effectivement ce qu'a pu dire Renaud, parce que j'ai eu vraiment l'honneur d'être en observation d'un stage qu'il anime. Et c'est encore mieux que ce qu'il a pu décrire. En termes d'émotion, je n'ai même pas de mots, en fait, pour décrire ce qui peut se passer. Et il est vrai que aussi sa grande qualité, c'est aussi toute la richesse du stage. Donc voilà. Je crois Bon, que... j'ai eu l'honneur aussi qu'il soit mon stagiaire pendant la formation. Donc ta voix, les mots que tu ne prononces pas décrivent très bien le stage, les stages qu'il doit animer. On commence par des questions. Gina, peut-être on va commencer par toi. Donc le thème, la médiation équine pour accompagner les victimes. Et puis on parlera de nouveau aussi de l'équitation, un art et des pratiques au service de la reconstruction. Donc je te laisse ouvrir cette table ronde. Alors moi, plutôt que les victimes, j'ai travaillé avec, si on peut dire, les bourreaux de ces victimes pendant 4 ans au sein d'un milieu carcéral, donc avec mes chevaux. Et ça, c'était une expérience vraiment passionnante. Moi, j'ai beaucoup de curiosité et je me dis qu'il y a un humain, en tout cas, j'ai vraiment cette croyance profonde et beaucoup d'espoir. Et de savoir qui y a derrière une personne qui a fait du mal à l'autre. Donc, j'ai travaillé avec une prison de haute violence, donc des longues peines, voire des perpétuités. Des personnes qui avaient commis des meurtres, souvent des féminicides et des viols. Et donc, j'y suis allée donc, avec une collègue à moi qui est une élève, qui m'a proposé ce projet qui était passionnant. Et j'y suis allée vraiment sans aucune appréhension. Et c'était une expérience vraiment passionnante parce que j'ai rencontré des humains. Et en fait, avant d'être... c'est vraiment important pour moi d'apprendre aussi à placer de la distance par rapport aux faits. Il y a des faits qui sont très graves, on ne peut pas les renier. Mais le non-jugement de cette personne, quand on interagit avec elle pour recréer du lien et recréer aussi de l'humanité, si on peut dire, en tout cas on n'a pas ce pouvoir-là, mais ce sont les chevaux qui ont ce pouvoir-là. Et ça, c'était vraiment passionnant. Donc j'ai rencontré des très belles personnes, vraiment des beaux humains. Et des personnes aussi où je sentais une grande prédation. Mais ce sont les chevaux, en tout cas, qui ont pu intervertir et canaliser, en fait, ça. Et il y a même eu... alors en 4 ans, ça c'est vraiment... À chaque fois, on me pose la question, comment ça se passe avec les détenus et... je vais vous dire, en fait, ça se passe vraiment très très bien. C'est très fluide, c'est très bien accompagné. Et la fois où il y a eu une tension, et c'était vraiment une confrontation entre un détenu et moi, c'était une fois que redoutait vraiment ma collègue qui avait été victime d'inceste. Et elle redoutait de travailler avec 2 personnes qui étaient... jugé pour viol à répétition.
Et donc, moi, j'ai dit OK, il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, j'avais un cheval qui ne pouvait pas venir. Je ne sais plus pour quelle raison, un problème de santé. Et donc, je suis venue avec un cheval qui a un haut potentiel d'opposition. Mais j'avais confiance et j'avais envie de l'amener faire cette expérience. Le détenu qui avait une posture de prédateur vraiment envers les femmes et par rapport à nous, et à moi spécifiquement, ça lui était insupportable qu'une femme donne des directives. Et en fait, c'est mon cheval qui a posé le cadre. Parce que mon cadre était insupportable et mon cheval l'a posé et a repositionné les choses. Et cette altercation, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment d'altercation, mais il y a vraiment une opposition forte de la part du détenu. Elle a été vraiment canalisée par le cheval. Et ça, c'était super intéressant parce que, donc à la fin d'une séance, il y a toujours un bilan de ce que chacun a vécu et de l'échange qu'il a vécu. Et sur la première séance, le détenu était vraiment braqué. Et en fait, déjà à la deuxième séance, il y avait quelque chose qui s'était apaisé. Et à la troisième séance, il y avait même des excuses qui est très très rare pour ces personnes-là. Reconnaître l'autre, reconnaître sa sensibilité, reconnaître aussi son besoin et le cadre bienveillant. Parce que le cadre était insupportable. Et moi, je ne suis pas psy, je suis fille de psy, mais je ne suis pas psy. Donc je n'ai pas non plus les compétences d'accompagner ça. Il y a des psychologues sur place. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant de travailler aussi avec des personnes qui sont souvent, je ne fais pas de généralité, mais c'est quand même la plupart des cas, qui sont bourreaux, mais parce qu'elles étaient victimes. Je ne les excuse pas, je ne suis pas en train de tenir ce discours-là. En tout cas, c'est ce qui se passe. Donc pour moi, c'était vraiment passionnant de comprendre et de travailler avec ces personnes-là. Donc voilà, je vais plus parler, parler de ce sujet-là. On oublie sans doute... On peut oublier sans doute parfois que l'incarcération, c'est sans doute une punition, mais pas qu'une punition, parce que c'est un moment de reconstruction pour aussi les bourreaux. Catherine, là, je vais te laisser en parler. Ça va être... Voilà, on va tenir la journée. Oui, parce que j'ai 30 ans de pénitentiaire, donc effectivement, et j'étais effectivement sur des missions d'insertion et non pas des missions thérapeutiques. Là, comment faire en sorte que l'incarcération puisse trouver du sens. Donc là, on en revient effectivement à la question essentielle qui anime là, ces 2 journées. Et puis, comment préparer la sortie. Et effectivement, alors, encore une fois, il n'y a pas d'amalgame, mais la question du trauma, elle est véritablement active. Alors, à la fois parce que, comme tu le disais, il peut y avoir des auteurs qui ont eux-mêmes été victimes. Et là, je reviens un petit peu aussi sur ce que disait Jérémy, sur ces histoires d'attachement désorganisé dans l'anamnèse, en fait, des auteurs. On est véritablement là-dedans. J'aurais envie de dire, quelles que soient les qualifications des faits. Et d'où peut-être l'intérêt de la prévention en amont et de tout ce que vous pouvez faire au niveau des PMI, de l'ASE et tout ça, pour ne pas que l'augmentation des chiffres en prison soit exponentielle comme elle l'est un petit peu maintenant. Et l'histoire du trauma, alors il y a à la fois le trauma parce qu'ils ont été traumatisés, mais il y a aussi, et je mesure ce que je dis, il y a aussi du trauma dans le passage à l'acte. L'effraction de la mort, elle est aussi présente pour les auteurs. Et c'est pas politiquement correct, effectivement, de le dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là et qu'effectivement, on va retrouver dans la rencontre avec le cheval. On va aussi revenir tisser quelque chose à ce niveau-là. Alors voilà, on pourrait en dire énormément plus, mais alors pour revenir quand même, le cheval, dans cette représentation que les personnes en ont, qu'il est non jugeant, ça va vraiment venir faire contagion avec l'ensemble des humains. Et tu parlais de cadre bienveillant, de fait, dès l'instant où il y a la présence des chevaux,
eh bien, il y a quelque chose qui s'annule en fait de qui je suis. Alors, j'allais dire l'uniforme, oui, pour les surveillants, le numéro d'écrou, de ce qu'on est. Et il y a comme une bulle en fait. Quand on rentre en détention, il y a quasiment comme une bulle physique que tout le monde ressent et qui est vraiment permise par le cheval et qui porte également. Donc il y a toute cette un petit peu voilà. C'est plus du triangulaire en fait, c'est du circulaire. Et on se retrouve très souvent en rond, en fait. Et avec les chevaux au milieu. Enfin, au milieu, non, en tant que... Alain, est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus ? Moi, j'écoute, j'ai trouvé que c'était des témoignages très, très intéressants. Catherine, moi, j'ai travaillé sur un programme européen pendant 7 ans, 8 ans, sur des détenus en Bretagne, dans le cadre de la réinsertion. Et moi, je n'étais pas dans la pénitentiaire, j'allais les chercher et je les amenais avec moi à l'extérieur. Et puis ça m'est arrivé de les amener d'ailleurs. Je travaillais en liaison avec une psychologue clinicienne criminologue et ça nous est arrivé d'amener Donc on travaillait, alors pour être très précis, on travaillait que sur un aspect, c'était la question de la gestion émotionnelle. Parce qu'on pourrait dire que les prisons sont rempli de personnes qui ont été débordées par leurs émotions. Si je peux faire court, mais c'est ça, quoi. Et donc moi, mon boulot, c'était justement que ces détenus, hommes et femmes d'ailleurs, découvrent, enfin, comprennent leurs émotions, les identifient, les comprennent, etc. Et ça nous est arrivé de les amener dans notre programme vers des équithérapeutes, notamment, de la région. Jérémy, on peut dire que quand on s'occupe des adolescents, on essaye de couper cette ligne qui les amène à faire des choses terribles. Donc on intervient pour plutôt sur le volet changer la direction. Voilà, on est dans la prévention pour détourner cette ligne vers laquelle ils se dirigent, ce point vers lequel ils se dirigent. Je pense, oui, parce que c'est exactement ce qu'on fait, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Donc merci de me lancer là-dessus. J'étais en train de me dire, oui, il y a la partie prise en charge. Moi j'avais fait quelques années, 6 ans, mais pas dans le cadre de ma pratique psychologue, c'était plutôt dans le cadre d'une aumônerie protestante où j'avais été à la rencontre des détenus pendant 6 années consécutives. Et c'est vrai qu'on se rencontre effectivement qu'on est face à de l'humain. J'allais dire malheureusement. C'est-à-dire on est un peu dans cette dualité, dans cette ambivalence de se dire ils sont quand même gentils finalement. Ça se passe bien et malgré les faits qui leur sont reprochés, nous ils nous ont rien fait et avec nous ça se passe plutôt pas trop mal. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est des fois politiquement pas très correct ou pas forcément entendable évidemment. Mais ça rejoint une donnée que j'avais lue il y a pas très longtemps. Un de mes professeurs à la fac, Roger Fontaine, disait que dans la prise en charge du harcèlement, qui est une forme d'agressivité sociale, une forme en tout cas que l'humain a donnée à l'agressivité naturelle qui structurerait le groupe social. Donc après il faut débattre là-dessus, mais dans l'idée, l'agressivité est un structurant du groupe social, avec une organisation du groupe. Et nous, le harcèlement en est une forme. Et il expliquait que, par exemple, en France, on a plutôt tendance à faire beaucoup de victimologie, de prendre en charge les victimes et de parler de la victime. Et là où il faudrait faire autant d'agressologie que de victimologie, donc prendre les deux entités en même temps, en fait, pas au même endroit évidemment, mais en même temps en tout cas. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent entendu que les jeunes en ITEP, on les targue un peu d'être des prédélinquants. Ouais, de la prédélinquance. Et je crois que la dernière stat que j'ai lue, c'est 86% des gens marginaux, donc des gens qui font la manche dans la rue ou qui sont SDF. Il y en a à peu près plus de 80% qui viendraient de ce parcours de placement ASE. Et pour certains, auraient fait des maisons de correction, ITEP, des centres éducatifs fermés, des choses comme ça. Donc je crois qu'effectivement, on a vraiment un volet prévention à comprendre. Ouais. Dans les Alpes-Maritimes, des initiatives de cet ordre ? Je ne sais pas. Excuse-moi, il y avait une question. Ah pardon, excusez-moi. Oui. Alors on va vous donner un micro. Excusez-moi. Donc c'est une observation encore à nouveau. Moi, pour rebondir sur monsieur, j'ai lu les ouvrages de Mme Taubira qui avait mis en place ce dispositif. Moi, je ne rentre pas dans les débats politiques, pas du tout. Mais j'ai pris le temps de lire plusieurs de ses ouvrages et d'essayer de comprendre ce qu'elle voulait mettre en place. Et justement, elle parle de ce sujet-là.
De la victimologie Oui. notamment. Oui. Ouais. Ça veut dire reconsidérer la personne qui est en prison, le pourquoi, le comment, et travailler. Et ne pas, on va dire, systématiquement interner quelqu'un et l'enfermer. Parce qu'elle essaie d'expliquer qu'enfermer quelqu'un, le priver de ses droits élémentaires, on allait créer chez cette personne-là Je crois. l'animal encore en plus qui est en lui, le faire sortir, et donc du coup retravailler sur, quelque part sur tout ce que vous venez de dire, quoi. Ouais, Et c'est franchement très intéressant. Donc pour les personnes qui veulent potentiellement aller chercher un peu plus loin et creuser, je vous invite à lire les ouvrages et la thèse de Mme Taubira là-dessus. Alors, je voulais juste souligner, il n'est pas privé de ses droits élémentaires, il est privé du droit de liberté. Et à l'intérieur, justement, c'est pour ça qu'on fait rentrer aussi la société civile, justement pour honorer les droits élémentaires. Donc il n'est pas du tout privé de ses droits élémentaires. Mais c'est pour ça qu'on arrive à faire rentrer les chevaux et à les sortir. Et c'est quand même le gage aussi, notamment sur les permissions de sortie. Enfin, moi, j'ai vu sortir des détenus qu'on n'aurait jamais sortis autrement que par le biais du cheval. Parce qu'il y avait effectivement le projet structuré d'accompagnement vers la sortie. Et que la sortie, elle se travaille dès l'entrée en prison. C'est ça aussi l'intérêt. Marianne. Oui, donc moi, je ne vais pas parler du milieu carcéral. Mais par contre, merci pour les éclairages sur le trauma. Parce qu'évidemment, les enfants que j'accompagne, ils ont tous des traumas, même quand ils ont 2 ans, parce que la tranche d'âge privilégiée dans mes accompagnements, hier, je n'ai pas développé ça, mais c'est 2-5 ans, puisque je suis infirmière puère et que je suis très sensible à la plasticité cérébrale, le trauma, etc. Et que les résultats sont juste incroyables chez ces enfants, mais que c'est très bien de... Là, j'apprends avec vous, je continue. Et donc, ce que je vous propose, c'est par exemple de vous partager une vignette clinique, quoi. Comment ça se manifeste concrètement avec le cheval. Eh bien là, je parlais de ça il n'y a pas... Donc, un tout petit enfant vient au poney, et là, la première réflexion que me font les accompagnants, les enfants qui vivent avec cet enfant, c'est « Mais Marianne, nous, on ne le voit jamais comme ça. Il t'écoute, il est calme, il caresse le cheval, il n'y a pas de gestes brusques. » Pour nous, c'est un enfant agité de 4 ans qui n'écoute pas, qui se met en danger, qui traverse sur la route, qui ne met jamais de blouson quand il fait très froid. C'est des exemples qui a des comportements et des attitudes. Et là, avec le poney, en séance, d'un coup, on a un enfant qui écoute, qui profite, etc. Donc effectivement, et là, moi j'aime bien penser que si cet enfant ici, avec le poney, il a pu expérimenter du calme, du plaisir, peut-être que dans sa vie à l'extérieur, ça va se produire du coup, parce qu'il ouvre des nouvelles portes en fait. Qu'est-ce qui ouvre ces nouvelles portes ? C'est le sensoriel. Il découvre des nouvelles sensations, le toucher, l'odeur. Moi, je leur fais renifler le cheval. C'est où que ça sent le meilleur sur son corps ? Sans derrière l'oreille pour voir. Derrière l'oreille, c'est extraordinaire, derrière l'oreille du cheval. Donc l'enfant, là, il vient renifler le dos, Et alors, c'est quel endroit que tu préfères ? Alors, ils réfléchissent un peu. Et le ventre ? Non, le ventre, on ne renifle pas. Le ventre, on touche. Et pourquoi ? Parce que c'est dangereux s'il y a une mouche. Donc, on aborde beaucoup de choses. L'enfant, lui, qui a vécu, on sait, donc des violences le plus souvent de toutes sortes. Dans ce toucher, on sent bien qu'il se passe des choses. Mais un truc qui ressort, pour continuer dans les vignettes, des fois quand c'est trop, donc moi je fais des propositions, l'enfant il est toujours libre de dire non. Je lui dis, si t'as pas envie, tu me dis non, on passe à autre chose. Des fois ils réfléchissent, ils font, mais une fois qu'ils ont fait, ça, vraiment, on sent comme ça se suspend. Soit il descend du poney, soit il coupe à un moment, et là c'est sûr, on vient de titiller un truc. Donc l'amygdale est en train de dire oh, qu'est-ce que je fais ? Je fuis, et on le voit tellement. L'enfant, il dit je descends du cheval. Il dit je reste, mais fais quelque chose pour moi. Je te prends dans mes bras, c'est mieux. Tu veux qu'on arrête d'avancer ? Enfin, voilà. Donc on est vraiment tout le temps dans le trauma. Les poneys sont extraordinaires. Ils nous aident vraiment bien dans cet accompagnement. En quoi il nous aide le poney dans ces moments-là ? Il est capable. Moi, j'ai vu vraiment des poneys s'arrêter complètement. Mais s'arrêter d'une façon à distance, en liberté, d'un enfant, le regarder droit dans les yeux et ne plus le lâcher. Et entre eux, là, il y a quelque chose, mais on ne peut plus rien percevoir, nous. Il y a
3 mètres d'air entre le poney et l'enfant. Et il y a, voilà, et vraiment, on a l'impression qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la réparation, là. Hein. Il y a un truc que nous, on peut... Ouais. Et tant que l'enfant coupe pas, ou le poney ne coupe pas, moi, je laisse, là, vraiment, j'attends. Il arrive qu'il y ait des émotions fortes qui sortent de tout ça, hein, donc un enfant qui peut pleurer ou avoir besoin d'être dans les bras. Ou alors un autre truc que j'observe, que je veux trop vous partager, qui est incroyable. Donc quand l'enfant il a vécu un moment de détente corporelle intense, là, tous les muscles sont relâchés, il se laisse complètement bercer, la balade c'était trop bien. D'un côté il y a moi, de l'autre côté il y a son référent. Tous les clignotants sont verts. Quand la séance se termine, après le petit câlin au poney, le temps, comme ils ont envie, à l'endroit, à l'envers, musique, pas musique, pareil, ils choisissent. Et après ça, toujours, je descends, je me blottis dans les bras de ma personne ressource. C'est vraiment quasiment systématique. Je crois qu'on est à 90%. Hein. J'essaie de noter, moi, je quantifie, on en est où. Mais c'est incroyable de voir que, hop, l'affect, là, j'ai besoin, je veux en donner, je veux en recevoir maintenant d'un être humain. Maintenant que j'ai vécu ça avec le cheval. Comme si le cheval, il se mettait à dire c'est bon, vas-y, fais-toi du bien. Là, on vient de vivre un truc ensemble et tu peux le partager avec un être humain. Donc, ce que l'enfant n'est pas capable de faire, c'est pour ça qu'il est orienté vers moi. Hein. Donc, voilà, moi, je voudrais dire que prévention, reconstruction avec le cheval, c'est des éléments qui me viennent comme ça, que je repère vraiment souvent dans mon quotidien. Et je pense qu'il faut les mettre en lien avec cette théorie et surtout écrire, quantifier, statifier. Enfin, faisons-le de prendre des notes parce que même les références, c'est ça qu'ils veulent. Cet enfant, je ne sais pas moi, mais quand je quantifie, ils me disent voilà, on t'adresse cette petite fille, elle a 2 ans, à la pouponnière, c'est atroce, Marianne. Elle mord 5 fois par jour, elle va au sang, elle arrache des morceaux. Nous, là, on n'y arrive plus. Hein. Et le reste du temps, elle déambule avec un doudou sans chercher le contact. Ok, bon, qu'elle vienne, on va voir si le contact se fait. En exemple, cette petite fille, on est passé de 5 morsures à 0 morsure en 10 séances. 6 mois plus tard, les bénéfices qu'elle avait tirés de ces 10 séances, il y a troubles d'endormissement, elle s'endormait, je cite elle parce que c'est une vraie réussite, elle s'est saisie de tout, mais plus de troubles d'endormissement, plus de morsures et plus de balancement dans les temps de transition. On avait des balancements il n'y a plus de balancement. Et 6 mois plus tard, ils n'y sont plus non plus. Rien dans son contexte familial ou de vie n'a changé. Hein. Et simplement 10 heures d'accompagnement avec un poney. Moi, j'avais une question à poser peut-être à Renaud ou à Alain de nouveau. On parlait tout à l'heure des... donc tu t'occupes de gens qui ont eu des accidents au cours de leur métier à l'armée, mais il y a des victimes collatérales qui peuvent être les enfants. Est-ce que, parce que je pense que quand un enfant revoit son papa et qu'il ne peut plus marcher, je pense que là aussi il y a un traumatisme. Est-ce que vous vous occupez de ces enfants ? Alors, on ne s'occupe pas des enfants directement, j'en ai pas parlé. En fait, je fais des stages donc, où ils viennent seuls. Et ensuite, ils ont accès, s'ils ont fait ce stage seul, à un stage que j'appelle stage famille. Quand je dis famille, c'est proche, c'est la famille ou les proches qui ont compté dans la reconstruction. Parce que justement, malheureusement, comme vous dites, il y a le militaire qui part en mission, c'est le bonhomme, hein, il y va, et puis il revient, c'est plus le même. Donc au début, la famille, elle supporte, et puis au bout d'un moment, le regard change. Les enfants, quand vous avez des parents, enfin des pères ou des mères qui disent moi, mon gamin, il me dit je te demande pas parce que je sais que tu pourras pas. Voilà, ça rajoute au traumatisme. Du coup, on les accueille en stage famille. Je prends 4 à 5 familles suivant le nombre d'enfants parce que s'il y en a de trop, je les gère pas. J'ai déjà assez des 2 miens. Et en fait, le but, c'est de replacer justement le blessé au sein du cocon familial ou de faire comprendre aux gens qui l'entourent que quand il vient en stage avec nous, c'est pas des vacances. Il vient chercher des outils qu'il est capable de réutiliser derrière. Et en fait, on refait sensiblement les mêmes activités qu'ils ont fait en solo, mais c'est eux qui l'animent pour leur famille. Et ça a un vrai impact, en fait. Puisqu'on est dans les anecdotes, un couple qui vient, ils avaient leurs enfants, et donc lui, c'était un peu perdu dans le parcours de reconstruction, il faisait beaucoup de stages. Et
Je fais un exercice les yeux fermés, où la famille a les yeux fermés, et c'est le blessé qui anime, qui les promène en fait sur un air d'évolution. Ils franchissent des troncs, ils descendent des marches, enfin bon, ils font tout ce qu'on peut faire pour s'amuser. Et à la fin, je demande à la mère comment tu te sens. Et elle me répond pas, elle regarde son mari et elle dit tu vois, là tu mènes le bateau. Et bah, tout le monde a fondu en larmes. Moi, je suis parti, comme ça. Mais c'est typiquement ce genre de choses, parce que là, elle a compris que oui, il revenait, il avait le sourire en stage, mais en fait, elle ne comprenait pas, et là, elle l'a vu mener. Et depuis qu'elle lui a dit ça, ils refont des sorties le week-end en vélo. En fait, il est rentré, il a retapé tous les vélos, et maintenant, c'est devenu le rituel, il fait en famille. Voilà. Donc c'est un cas, j'en ai d'autres, je ne vais pas tout vous dire. Mais Non, mais je me permets une réflexion personnelle. Il y a un truc qui est frappant pour moi quand je t'écoute. C'est, je ne sais pas si vous connaissez le ratio de Losada. C'est un ratio entre les choses positives et les choses négatives pour garder une performance au sein d'une équipe, un équilibre au sein d'un couple, etc. Et pour pouvoir parler de l'émotion de tes stages, pour pouvoir parler de la progression, de tout ça qui on sent, ça te prend aux tripes, on a toujours des petites blagues pour accompagner, pour pouvoir donner l'émotion que ça t'a provoqué, et c'est assez frappant. J'avais une question pour Alain, et je voudrais savoir si... Je voulais rebondir, je peux rebondir quand même sur Bien sûr. la question, parce que je trouve que c'est une excellente question. Et alors, tu as répondu, je me rappelle plus ton prénom. Renaud, pardon. Renaud, il a répondu, pareil, hyper intéressant, c'est riche, quoi. Et je voudrais rebondir aussi d'une autre manière par rapport à cette question, parce qu'elle est très, très importante pour moi, dans le champ de la clinique traumatique. C'est que ne pas oublier que, parce que là, Renaud nous parle de traumatismes qui sont vus, qui ont été d'abord physiques carrément peut-être, ou voilà, et psychiques, ouais, et donc l'enfant de fait le voit. Bon, là, il est exprimé. Mais il faut comprendre que très souvent, le traumatisme n'est pas exprimé. C'est-à-dire que la personne va vivre dans l'anxiété, dans l'ultra-contrôle, dans l'hypervigilance, dans l'état d'alerte permanent. C'est une classique, ça. Et cette personne, par exemple, moi, j'ai un fils, en bas âge. Si, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle, dans le champ de la psychologie sociale, la responsabilité. Être responsable, il est nécessaire, à minima, quand je dis à minima, c'est déjà d'en parler. Au moins de l'évoquer, de trouver les mots simples, pour un enfant. Sinon, l'enfant, c'est comme ça qu'on va rentrer dans le trauma transgénérationnel. Un trauma qui n'est pas soigné, par exemple, du tout. Les traumas transgénérationnels, il y en a plein. Par exemple, moi, j'ai mes patientes qui ont été, dont les mères ont été violées. Les mères n'en ont jamais. Ça n'a jamais été évoqué, parce que là, je crois que réellement, ça commence à se libérer quand même, l'accompagnement thérapeutique vis-à-vis des traumas, mais c'est récent, encore une fois, hein, c'est tout récent, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un trauma non exprimé, alors je dis non exprimé, je ne dis pas non soigné, mais non exprimé, déjà, on peut le transmettre, un enfant peut le porter. Est-ce que tu es en train son père ou à sa mère. Tu es en train de dire que le traumatisme d'une victime collatérale, donc qui n'a pas vécu le premier traumatisme, est-ce que le traumatisme d'une victime collatérale que peut être un enfant, est-ce que c'est un traumatisme qui peut être plus important que celui à la base ? Je ne sais pas plus important, mais je ne sais pas en termes de degré. Mais tu veux dire ouais, c'est ça, plus latent. C'est-à-dire que il faut comprendre que l'enfant, il va capter que, par exemple, je suis, alors qu'il n'y a pas de raison, je suis hyper anxieux, il va capter. Un enfant capte ça très tôt, très très vite. Ce qu'on appelle le moi-peau est tellement fin. Enfin, c'est une éponge, un enfant, par la sensorialité, par les affects. Et ça veut dire qu'il va l'intérioriser. Hein. C'est ce que Winnicott appelait les fameux empiètements. Il va s'empiéter de tout ça, qui n'est pas à lui, qui est aux parents, aux darons, au père, à la mère, qui n'exprime pas, qui porte ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds. Si. Marianne, on va peut-être repasser le micro à Marianne. Donc, on peut dire que tu t'occupes d'enfants qui ont eu des traumatismes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils ont un traumatisme qui est inconnu pour eux. Pour les plus petits, oui. Il y en a qui ont vécu des traumatismes plus tard. Des fois, le traumatisme, c'est le placement lui-même. Hein. En fait, c'est des enfants qui vivaient dans des familles très carencées, dans des conditions de vie
inacceptable pour la France. Et les enfants sont confiés. Moi, là, je pense à des enfants issus d'immigration qui vivent dans des caravanes ou une maman enceinte, pas de grossesse suivie, un accouchement sur le bord de la route. Les services sociaux placent l'enfant. Mais en fait, c'est catastrophique. On le déracine de sa famille. Il y a la fratrie qui est encore dans la caravane et celui-là, il est à la pouponnière. Pourquoi faire? Bon, dans une des situations, là précisément, que j'ai en tête, finalement, le bébé se laissait mourir à la pouponnière. Bien sûr, le syndrome de l'hospitalisme. Sa mère, elle est venue le voir un peu, mais elle a les autres à gérer dans la caravane. Elle ne peut pas créer du lien mère-enfant. Et donc, à cet enfant, on lui a fait énormément de mal. Hein. Heureusement, quand il a eu 6 mois ou 7 mois, enfin, c'est déjà tellement catastrophique, on l'a rendu aux parents. Quelle anecdote triste, franchement. Donc, des fois, le trauma, c'est ça. Des fois, c'est le trauma d'après. Rarement, en tout cas, ils sont capables de verbaliser. Ils sont déjà, même quand ils sont plus grands, des difficultés à dire pourquoi ils sont confiés. Ça, moi, j'essaye toujours au début de la relation, quand ils peuvent, leur dire pourquoi. Et parfois, moi, je le sais, je dis, écoute, si tu veux me poser la question, libre à toi. Enfin, voilà. Des fois, ils ne posent pas de questions. Des fois, ils la posent. Mais chaque enfant étant différent, chaque trauma étant tellement différent, c'est d'une complexité incroyable. Hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette posture. Là, je reviens, elle disait Nathalie Friday, je crois, hier, que c'est vraiment important d'être là dans la posture d'accompagnant et d'observateur, mais d'avoir les connaissances. Parce que si on observe sans connaissance, on ne voit rien. Moi, je mesure que certaines personnes là, qui viennent en séance, qui ne sont pas du tout des professionnels, en fait, ne voient pas les symptômes. C'est terrible. Donc l'enfant montre des choses, le cheval répond des choses. Il se passe énormément de choses. Mais si on n'a pas les connaissances et la formation, on ne voit rien et donc on ne peut pas aider. Parce qu'on ne peut pas mettre pause, dire OK, on fait une pause là. Donc la posture de l'accompagnant, il est vraiment de laisser faire, mais de savoir. C'est pas parce qu'on laisse faire qu'on peut y aller à l'aveugle, quoi. Vraiment, c'est indispensable. Gina, ce savoir de pouvoir interpréter des positions d'un cheval, c'est ta spécialité sur la posture du cavalier. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, parce que moi, je n'interviens pas au niveau traumatique, mais en fait, je vois des traumatisés tous les jours. Quand j'ai recommencé à enseigner l'équitation, il y a 20 ans, j'étais très enthousiaste de partager un savoir technique, et puis je me suis rendu compte que les 3/4, voire 80% des personnes n'avaient absolument pas, non pas la capacité intellectuelle, mais corporelle de pouvoir les appliquer. Et c'est là que je me suis dit, écoute, il faut que tu te serves de tes outils, il faut que tu fasses passer le langage par le corps. Et j'ai fait tout un travail de recherche, notamment, moi je suis une enfant de yogi, hein, je suis née dans le berceau. Donc je suis passée par le yoga. Et ça a été vraiment révélateur pour les personnes. Et le nombre de stages que je fais par an, où j'ai des personnes dès la première séance collective de yoga, où on travaille simplement sur la respiration, hein, l'exercice que vous avez fait hier, se mettent en larmes et vont pleurer pendant 10 minutes dehors. Je veux dire, en fait, le monde est rempli de grands traumatisés qui ne l'expriment pas, et toutes les émotions sont refoulées. Si en tant que même enseignant, même si on n'est pas équithérapeute, on ne se repositionne pas par rapport à ce qu'on voit et on ne réadapte pas la situation par rapport à ce qui est, je pense que là on fait vraiment une grave erreur en tant qu'enseignant. C'est aussi important, quelle que soit notre passion, hein, chacun peut s'exercer dans sa passion, d'adapter vraiment notre enseignement à la situation. Je ne vous demande pas tous d'être des yogis, mais utilisez-le à votre façon. Et ça sera juste. C'est vraiment important. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher de ça. C'est vraiment essentiel qu'on puisse reconnaître l'autre, vraiment dans son identité, et reconnaître aussi les traumatismes. Nous n'avons pas les compétences. Moi, je ne les ai pas d'accompagner les personnes. Mais s'il y a une voie qui est ouverte, en tout cas, de pouvoir... je suis bien entourée, j'ai des élèves qui sont psychologues, j'ai des élèves qui vont être équithérapeutes, qui vont pouvoir accompagner ça, ou d'autres thérapies alternatives ou autres. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel.
Je vais donner la parole à Catherine en ce qui concerne le volet Equicoach. On m'a raconté une fois une petite anecdote pour justement cette lecture du cheval, un cheval qui était tout à fait calme dans un round pen qu'on travaillait. Et puis soudain, il y a un des managers qui vient et comme les autres, il doit le mettre au pas, au trot, au galop. Et finalement, le cheval prend le galop et il n'arrive plus à l'arrêter. Et il essaie de se mettre en travers, il part dans l'autre sens, etc. Et on a appris après, dans le débriefing, que ce manager-là avait un taux de turnover dans son équipe énorme et qu'il épuisait systématiquement son équipe. Et c'est à ce moment-là où il prend conscience, où on arrive à lui faire prendre conscience de ça et de l'épuisement qu'il peut provoquer chez les autres. Et lui, ça lui parle. Soudain, il se rend compte. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça à nous raconter ou une intervention à faire par rapport à ça? Un micro pour Catherine. Pas forcément sur du manager, mais parce qu'un manager, c'est avant tout un humain. Donc effectivement, peut-être le volet Equicoaching, mais moi je le lis à l'aune de la psychologie simplement de l'humain. Donc alors oui, alors des gens qui font tourner les chevaux et les font gravir en lévitation, oui. Oui, je l'ai eu avec un jeune. Il a voulu absolument aller voir les talons, qui étaient vraiment au taquet quand il est arrivé. Moi, je suis assez sur le cheval qui choisit aussi, où j'ai le sentiment que lui, il va avoir quelque chose à faire là pour cette personne. Et quand le jeune est rentré dans le champ, le cheval est parti dans tous les sens. Et ça a été vraiment pour lui de la prise de conscience d'identifier qu'est-ce qui l'animait, alors que fondamentalement, il était assez de marbre comme ça au niveau corporel, mais au niveau des émotions. Et pareil, un autre jeune, j'avais les 4 chevaux qui étaient tout à fait au calme, et quand il est arrivé, ils sont tous partis en vrille, coup de cul. Et après, une fois qu'il a pu, je l'accompagne à identifier ce qui pouvait l'animer. Ils sont tous arrivés un peu comme à la sécu. Chacun est venu sentir, renifler un endroit particulier du corps. La tête, le cœur, le corps, le ventre, et il partait. Et chacun faisait son petit job. Un peu ce que tu disais, il y a un truc qui se passe, tu sais pas quoi, mais à la limite, on n'en a rien à faire de ce qui se passe, mais il y a comme pour appeler un soin énergétique, où chaque cheval fait son petit job, en fait. Et souvent, à la fin, quand le processus c'est vraiment fait, peu importe le temps au final, hein, des fois ça peut durer plus ou moins longtemps, les chevaux soufflent et ils passent à autre chose, ils vont brouter. Donc c'est intéressant. Sur les centres de détention, le premier cheval qui est rentré en centre de détention, je passe du coq à l'âne, le premier cheval qui est rentré en centre de détention, c'était il y a combien de temps? Alors pour moi, dans mes programmes, dans le cadre de mes missions, 2007. Et la première initiative, sans que ce soit toi, tu alors, sais? c'était un directeur, en tout cas une des premières, c'était un directeur qui était un fan de cheval, qui est dans le cadre de la prévention du suicide, en fait, il s'était dit, tiens, je vais emmener les détenus un petit peu en balade à cheval. Donc ça, c'était plutôt les années 2000. Et puis après, il y a eu quelques initiatives assez sporadiques. C'est très récent. Pardon ? C'est très récent. Ouais. Oui, quand même. Oui. Et puis 2007, ça a vraiment, nous, à l'établissement, on a vraiment structuré les choses. Puis après, on a eu des collègues qui nous ont appelés pour le mettre en place ailleurs. Et voilà. Et ça, alors sur des problématiques plus ou moins différentes. Mais le cadrage, il est vraiment celui-ci. On est sous l'angle de la réinsertion, avec des engagements de la violence, reconnexion à soi et projection dans un parcours de vie. Je vais revenir avec Gina pour un sujet un peu plus léger. Est-ce que bientôt on va avoir dans les centres équestres ou quelque part des séances de yoga avec le cheval? Ça, moi, j'en serais enchantée. D'accord, donc Carole, est-ce que tu pourrais noter comme 37e discipline le yoga à cheval? Peut-être une épreuve à la mode Beuvron pour d'ici un ou 2 ans? On ne fait pas de posture de yoga à cheval. Hein. Le yoga est une science. Je ne vais pas vous parler du yoga, là, sinon on a pour la journée. Souvent, le yoga est quelque chose de très mal perçu en Occident, comme une gymnastique un petit peu New Age. Il faut savoir que c'est une science qui a plus de 5000 ans. D'accord ? Donc c'est vraiment profond. Il y a des textes écrits, sacrés, et il y a différents courants philosophiques. Ce qu'on connaît en Occident, ce sont les asanas, un petit peu moins les pranayamas. Maintenant, on utilise beaucoup les pranayamas dans les techniques aussi scientifiques, qu'on appelle la cohérence cardiaque, la pleine conscience, etc. Et les asanas, c'est la pratique physique du yoga, mais ce n'est qu'une infime partie de la science yogique. Donc, vous connaissez les asanas, ce qui est très bien, et si vous le pratiquez, ça fait déjà du bien du corps à l'esprit, mais ce n'est qu'une infime partie de la science yogique. Les asanas. Qui connaît les asanas?
Ok, d'accord. C'est comme Pierre Beaupère, tu vois. Qui connaît voilà. Pierre Beaupère? Donc là, j'ai. Oui, non, mais attendez, c'est parce que j'ai 2 reproches. Je ne connais pas les asanas et je ne connais pas Pierre Beaupère. On me l'aura reproché pendant ces 2 jours. Abiti, donc voilà. T'as Voilà. fait le trio gagnant. Donc ça fait le lien avec une convention. Oui, tout à fait. Je voulais mettre en lien tout ce que vous dites parce que c'est vraiment aussi un engagement fort de la fédération d'avoir signé justement une convention en novembre dernier avec le ministère de la Justice. Qui est relevant avec 3 entités, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse, l'agence de travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment une volonté commune de construire, proposer des activités équestres qui vont permettre à chacun de se reconstruire, de retrouver sa place dans la société. On est au début. La convention a été signée en novembre dernier. Elle a été portée par la fédération et là je tiens à souligner le travail de ma collègue Catherine qui a œuvré pendant plus de 1 an et demi, voire 2 ans sans lâcher. Catherine, tu peux lever la main s'il te plaît et pas tourner la tête vers... Voilà. Timide. Voilà, donc c'est vraiment un travail effectivement de longue haleine parce que c'est des grosses entités, donc il faut se réunir, il faut se mettre d'accord. Mais là, l'engagement commun est pris de construire autour, donc on espère, enfin on est convaincu que ça va aider aussi tous ces projets, que ça va aider que ça soit effectivement les auteurs, les victimes, et puis surtout en termes de prévention. C'est qu'à un moment, je pense qu'il est important qu'on se positionne dans la prévention primaire. Parce que là, on parle beaucoup de tout l'accompagnement qu'on peut, sur tout le séminaire, d'ailleurs, le congrès, on a parlé de l'accompagnement des victimes, des malades, mais c'est important aussi de se positionner en termes de prévention et comment, si on prend une longueur d'avance, peut-être qu'on aura moins d'accompagnement de malades, mais on aura plus de prévention. Catherine. Alors, oui, alors effectivement, cette convention, elle est vraiment très importante. Et il va falloir vraiment travailler les projets dans le cadre de la réinsertion. C'est ça. Et il me vient une anecdote en t'écoutant, Carole. J'étais dans un établissement mixte, en fait, maison d'arrêt hommes, maison d'arrêt femmes, enfin un petit quartier femmes. Et on a fait des groupes mixtes avec le cheval, où des femmes avaient été victimes, mais également auteurs, et des hommes auteurs également victimes, et notamment des hommes auteurs de violences conjugales. Donc ce n'était pas leur épouse qui était dans le groupe, mais on a effectivement fait des binômes entre ces hommes et ces femmes, et ça a vraiment été des ateliers qui étaient extrêmement intéressants, puisque les femmes ont pu verbaliser des choses, les femmes ont pu montrer aussi, par rapport à certaines capacités qu'elles avaient par rapport aux chevaux, où les hommes sont restés un petit peu scotchés, et on a vraiment, et dans le débriefing, on a eu des choses très très intéressantes. Je ne pensais pas que les hommes c'était comme ça, je ne pensais pas que vous pouviez être comme ça, On va apprendre, s'il vous plaît, alors pas d'informations supplémentaires parce que c'est déjà tellement riche là. S'il vous plaît, si quelqu'un a des questions à poser, une question à poser, question courte, réponse très courte pour qu'on puisse respecter le timing parce qu'il y a encore des choses passionnantes derrière. Oui, au fond là-bas, s'il vous plaît. C'est une demi-question. Je sens la demi-information aussi. Bonjour, donc Charlotte, enseignante d'équitation évidemment. Pour moi, la médiation, c'est le premier rapport qu'on a en tant qu'enseignant, même si c'est pas marqué médiation équine. On fait de la médiation en permanence. Je rebondis sur Gina. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mis en place de l'Eki-Yoga pour mes élèves aussi, parce que je me rendais compte, parce que j'étais une danseuse aussi pendant 15 ans, classique, je me suis rendu compte que la proprioception chez les cavaliers, c'était terrible. Et moi, je comprenais pas, enfin, je comprenais, mais j'arrivais pas. Et je me disais comment je vais faire pour qu'eux, ils arrivent à comprendre ça. Et l'Eki-Yoga est arrivé. Et je rajouterais, j'ai aussi développé des simulateurs de sensibilité. Donc, ce qui fait qu'on fait de la proprioception au sol, sur tapis, et puis de la proprioception sur simulateur. Et ça,
Pour les handicaps, pour les traumatismes, toutes ces choses-là, c'est aussi impressionnant parce que je teste ça depuis 2 ans. Une jeune femme, par exemple, qui commençait à monter à cheval, et après, ça ne durera pas plus longtemps. Une jeune femme qui commençait à monter à cheval, je la sens très stressée, etc. Je la mets sur un de mes simulateurs et on fait une cohérence cardiaque. Et là, elle a tout lâché. Et la question ? Comment ? Et la question ? Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait mettre en place de ce genre de choses-là un petit peu plus, déjà au niveau des formations pour les enseignants, parce qu'on parle de médiation de gens qui ne sont pas forcément professionnels, mais c'est important qu'ils soient professionnels aussi. Voilà. Avec Carole, à la pause justement, est-ce qu'il y a une question pour nos intervenants sur la scène ? Oui, allez. Alors, le micro. On fait passer le micro, s'il vous plaît. Question courte, réponse courte. Alors, s'il n'y a pas de réponse courte, c'est pas grave. J'ai juste une interrogation. On parlait de la sensorialité tout à l'heure, monsieur. Vous expliquiez que après le trauma, le retour à la sensorialité pour la personne, le problème, c'est que oui, le cheval, j'ai un cas en tête où le cheval refait sortir les émotions, la sensorialité. Mais la personne, c'est possible qu'elle ne supporte pas ce retour à la sensorialité. Voilà, parce que c'est ce que j'ai pu voir, c'est que ça fait encore plus de mal. Renaud et Alain, les deux, je pense que vous pouvez vous partager la réponse. C'est pour ça qu'en fait, moi, dans la manière dont je pratique les activités d'équitation adaptée, on propose toujours, on prévient des conséquences que ça peut avoir. Je pense notamment au portage. J'ai découvert ça avec Nathalie, et que je remercie encore parce que c'est un outil hyper puissant. Mais je préviens toujours des effets que ça peut avoir. Et je le fais toujours en accord avec la psychologue. Et voilà, si la personne me dit non, même si je la sens prête et que je pense que ça serait bon pour elle, je le fais pas. Parce que, effectivement, il y a tout ça. Il y a des gens, ils disent, moi je veux monter à cheval puis arriver devant le cheval, ils sentent que les émotions viennent, ils le font pas. C'est pas grave, je vais adapter l'exercice, ils vont le faire à pied, ils vont pas le faire, ils vont rester là, ils vont s'occuper du cheval autrement. Et voilà, toujours proposer, jamais imposer. Est-ce que c'est justement des choses en équithérapie ? Je vais poser la question à Alain. Est-ce que l'équithérapeute peut parfois, maladroitement, on va dire, ouvrir une porte qu'il n'arrive plus à refermer après ? Provoquer des choses qui sont difficiles à gérer. Quand il n'y a pas d'accompagnement professionnel, psychologue, etc. Je pense que oui, je dirais oui. Oui, c'est tout à fait probable. Bien sûr, oui, ça peut arriver. Ça peut tout à fait arriver parce que, il y a aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais quand on parle du freezing, ça ne veut pas dire que par ailleurs, on peut avoir, je pense qu'on l'a compris à la fois, par les flashs, on peut avoir ce qu'on appelle des moments de hyperexcitation végétative, par exemple, c'est-à-dire d'un coup, moi j'en ai eu plein, quand je vois Renaud, je le ressens. Voilà, donc bien sûr qu'on peut. C'est là où, j'allais dire, le cadre thérapeutique est important, parce que le cadre, je rappelle, les vertus, mais plus que les vertus, les règles du cadre, les règles, c'est la contenance, de contenir, c'est de sécuriser, c'est d'étayer la personne. Et là, pour le coup, mais moi, je ne peux pas du tout parler, je ne suis pas équithérapeute, mais moi, en ayant été patient, pour moi, le cadre équithérapeutique peut l'être éminemment contenant. Le cheval, pour moi, est hyper contenant, par exemple. Gina, c'est que mon avis. Gina, qui essaie justement, elle voulait peut-être compléter les choses déclenchées, à gérer. Moi, je rebondirais sur le fait que ce n'est pas, de ce que j'ai observé, ou de ce que j'ai vécu, ce n'est pas l'équithérapeute qui ouvre une porte, c'est la situation qui ouvre la porte. Et c'est là où il y a besoin de personnes vraiment compétentes et accompagnantes et pouvoir aussi verbaliser clairement la situation. Si moi, je me retrouve dans une situation
que je ne peux pas accompagner, et il faut que ça soit extrêmement clair, pas prendre des vessies pour des lanternes et pouvoir dire ok, ce n'est pas de mon ressort, dans cette situation-là, on va la placer, je te dirige vers quelqu'un qui peut t'accompagner. Jérémy. Moi, je voudrais juste peut-être donner une réponse très courte, mais peut-être aussi juste un pavé dans la mare. Il y a une approche qui s'appelle la somatic experiencing de Peter Levine, qui parle un peu de ça, de ces explosions émotionnelles, etc. Et lui, il a plutôt une approche de contenance, justement, de dire bah, c'est là. Donc là, c'est un gros vilain mot, on appelle ça de la phénoménologie. Et je crois qu'il y a une approche, alors tu fais peut-être plus d'allemand que moi, Das Ein-Analyse, le être là, c'est ça ? Le Dasein, le être là. Donc juste, ok, je vois que, on accuse réception, on sait qu'on n'est pas psy, on sait qu'on n'est pas psychiatre, thérapeute, etc. Et la contenance que permet l'animal, que vous apportez vous en tant que réponse d'accuser réception de ce qui arrive là, ok, ça arrive, on est là, on va rester tous les deux, vas-y, il faut que ça sorte. Ça peut être le corps, des tremblements, des manifestations corporelles. Mais je crois qu'il faudrait, de toute façon, si c'est là, c'est qu'il faut que ça sorte, à mon avis. Je tiens à rappeler qu'il y a une captation, hein, donc tout ce qui est dit ici, vous pourrez le retrouver. C'est absolument passionnant, donc toutes les références à des livres, des théories, etc., vous pourrez les retrouver. Dernière question, madame. Oui. Ma question est pour Monsieur Bonneau. Je ne me souviens pas si vous avez précisé à quel endroit vous réalisez votre thèse. Et le recueil de vos données concernant les enfants et les adolescents en ITEP, est-ce que c'est un recueil sur un ITEP en particulier, sur plusieurs ITEP? Voilà mes deux questions. C'est sur plusieurs ITEP, c'est sur, on a rayonné sur Angers, Cholet, Saumur, donc le 49, un peu Tours. On a travaillé avec Blois, on a travaillé avec Ancenis. Donc on a essayé d'être le plus régional possible. Et puis après, c'est vrai que c'est une question de déplacement et de gestion. Parce que moi, pour les représentations d'attachement, c'est moi qui fais les entretiens. Je peux pas, j'ai pas envie de déléguer à des Master 2 ou des gens qui voudraient s'associer à la recherche. Donc c'est plutôt un peu régionalisé. Et c'est l'université de Tours, d'ailleurs, je l'ai même pas dit. C'est l'université de Tours. Oui. Et je suis ravie que vous parliez donc des ITEP. Je suis psychologue en ITEP dans la Nièvre, à Cosne-sur-Loire. Et j'anime un atelier, un temps d'équithérapie avec Madame Saint-Sérin, monitrice d'équitation. Et voilà, juste la petite vignette clinique. J'ai un enfant qui a entendu parler d'équithérapie dans l'institution et qui me dit j'aimerais venir. Il a des accès de rage et de colère, il détruit tout et il tape les autres quand il est en échec ou quand il ne se sent pas compris et rejeté. Et il m'a dit parce que les chevaux ressentent les émotions. Petite chose, j'en profite pour remercier et parler de la Fondation Equiaction qui est représentée par son directeur, me semble-t-il. Et donc, si jamais quelqu'un d'entre vous, ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui gagne au loto, pensez à eux. Ils ont des actions utiles. Pour résumer cette table ronde, je vais trouver juste un mot, et deux peut-être. Le premier, c'est waouh. Merci. Le deuxième, vraiment merci à vous. Je pense que vous pouvez les applaudir très chaleureusement.